Bienvenue, je m'appelle Sylvana Côté, je suis chercheur INSERM dans l'unité 12-19 sous la direction de professeur Christophe Thuriot et je suis également professeur à l'Université de Montréal. Je vais vous parler aujourd'hui de mon programme de recherche qui porte sur les études longitudinales et expérimentales où on étudie de la naissance à l'âge adulte les facteurs de risque pour l'inadaptation psychosociale et comment briser le cycle de transmission intergénérationnelle des parents aux enfants de l'inadaptation. Il y a deux volets principaux dans mon programme de recherche. Le premier est corrélationnel et il vise à faire en quelque sorte l'épidémiologie. Donc, faire le lien entre les facteurs de risque au cours de l'enfance et le devenir à l'âge adulte. Donc, il existe un vaste et solide corpus de connaissances empiriques pour appuyer la notion que l'environnement familial, ce qui inclut les pratiques parentales et la stimulation cognitive à l'enfance, ont une importance significative pour le devenir des enfants. Ce corpus de connaissances, il vient de différentes disciplines. En économie, les variables dépendantes ou le devenir est beaucoup quantifié selon des habiletés, des skills. Et on montre l'importance en économie de l'environnement familial pour le développement du capital humain et des habiletés des adultes. En psychologie, on appelle plutôt l'influence, on étudie plutôt l'influence de l'environnement familial sur le développement socio-émotif et cognitif. Mais essentiellement, c'est très proche de ce qui est mesuré en économie. En psychiatrie, on l'appelle santé mentale, soit que c'est vu dans une perspective dimensionnelle avec des symptômes que les gens ont à des degrés divers ou encore des troubles francs avec un diagnostic. Et en éducation, on parle de la réussite scolaire. À 4 ans, un enfant issu d'une famille défavorisée a entendu 30 millions de mots de moins qu'un enfant de famille aisée parce que ses parents lui ont beaucoup moins parlé. Ce n'est qu'un exemple tout à fait simple pour illustrer les différences entre les stimulations, les niveaux de stimulation dans différentes familles. Donc, cet enfant va maîtriser 2 fois moins de mots en moyenne qu'un enfant de milieu favorisé et ça peut ralentir son apprentissage à long terme. L'environnement éducatif est un autre facteur qui peut avoir un impact sur le développement d'enfants. Alors, on a à la petite enfance, ce qui est la centration de mes travaux, 0-5 ans, on a la famille et on a l'environnement préscolaire, donc les crèches, ou encore l'environnement scolaire qui est avant le primaire. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui de travaux où on quantifie l'importance de ces facteurs-là. Ça a été beaucoup, l'importance de l'environnement préscolaire où a été beaucoup moins étudié que l'importance de l'environnement familial. Toutefois, ce sont des contextes qui peuvent protéger les enfants vulnérables, comme on va le voir, et qui, sous certaines conditions, peuvent faire des différences importantes. Les facteurs biologiques et génétiques. Alors, les études d'adoption et les études de jumeaux montrent que, grosso modo, 50% de la variance dans les phénotypes complexes, santé mentale, réussite scolaire, le devenir des adultes, est attribuable soit à l'environnement, soit à la génétique. Donc, dans nos environnements, on a l'environnement familial et l'environnement préscolaire. Dans la génétique, on a nos gènes. Mais évidemment, lorsqu'on veut étudier, lorsqu'on veut poser la question sur quel facteur agir, pourquoi un adulte se développe plus ou moins bien, on est confondu à un problème méthodologique très important qui est on ne peut pas distinguer les facteurs environnementaux des facteurs génétiques. On peut quantifier, mais il est très difficile dans les études corrélationnelles de le faire. Alors, la petite phrase qu'on lit toujours dans nos articles, « Ceci n'est pas une relation causale », qui peut paraître totalement vide de sens, est essentiellement le plus important de l'article. Donc, étude des facteurs environnementaux et génétiques. Donc, voici, dans le fond, une représentation de la réalité de l'étiologie des phénotypes complexes comme maladie mentale, réussite scolaire. On a une direction, on a un effet direct de nos gènes sur notre phénotype. Bien sûr, on ressemble à nos parents à cause de notre gène.
génotype. Et on a un effet direct de l'environnement parce que nos parents nous ont donné un environnement qui est corrélé avec ce qu'on est. Et ce qui est très compliqué, c'est qu'on a des corrélations gène-environnement. C'est-à-dire que l'environnement que nos parents nous ont donné est attribuable à leur génome en grande partie. Et donc, comment dire dans ce cas que les pratiques parentales sont importantes si les pratiques parentales sont attribuables en partie au bagage génétique? Et ensuite, on a une autre couche d'explication qui est l'épigénétique. C'est-à-dire que le génome a des effets, a des associations avec les phénotypes, l'environnement également, les corrélations gène-environnement, et le génome a des effets sur l'épigénome, c'est-à-dire l'expression des gènes. Alors, si on a des gènes qui confèrent un risque pour un fonctionnement neurobiologique, par exemple, qui nous place dans une position de vulnérabilité pour dépression, anxiété, comportements antisociaux, abus de substances, eh bien, ce génome-là peut s'exprimer plus ou moins fortement selon les facteurs de l'environnement et selon le type de génome qu'on a. Donc, autrement dit, la dualité entre les causes sont biologiques et les causes sont environnementales est totalement futile et maintenant obsolète. Maintenant qu'on sait que l'environnement a des impacts sur l'expression des gènes et que ces questions d'épigénétique sont dynamiques dans le temps et que les effets négatifs de l'environnement sur l'expression des gènes peuvent potentiellement être réversibles. Donc, j'aimerais illustrer très simplement cette idée de corrélation gène-environnement, jusqu'à quel point c'est important. C'est que, ici, on a une image de Marie Curie et de sa fille Irène Curie. Marie Curie a gagné un prix Nobel en 1911 et sa fille Irène Curie, ce n'est pas Curie, a gagné un prix Nobel de chimie en 1935. Et là, si on veut étudier pourquoi cet enfant a développé des talents scientifiques ou a développé des compétences scientifiques au point où elle a gagné un prix Nobel, on peut se demander qui sont ses parents. Bien, alors, il y a Pierre Curie, son père, qui a aussi gagné un prix Nobel en 1903. Et donc, on peut se dire, bien, elle a la génétique d'une grande scientifique, elle a une façon de penser, ses structures cognitives sont organisées comme ça, ses parents sont comme ça. Mais non, peut-être que c'est parce que ses parents lui ont donné une éducation scientifique extrêmement propice au développement de ses talents scientifiques. Donc, mais les pratiques parentales sont corrélées avec qui sont les parents au niveau génétique, et donc on ne peut pas dire pourquoi Irène Curie a gagné un prix Nobel. Donc, on étudie ces corrélations-là, c'est bien intéressant, et c'est pour ça que je vais vous parler beaucoup des travaux expérimentaux aujourd'hui, parce que si on veut dire quelque chose sur l'impact de l'environnement, eh bien, on est mieux de le manipuler, parce que dans ce cas-là, on est sûr qu'on ne manipule pas les gènes, on manipule l'environnement, et peut-être qu'on peut dire quelque chose de plus sur pourquoi les causes des difficultés des humains. OK. Quels facteurs doit-on cibler afin de favoriser le bien-être des enfants sur le long terme? Donc, je vais parler de l'adversité familiale et j'aimerais expliquer un peu plus ou élaborer un peu plus sur ce que je veux dire par adversité familiale. Alors, l'adversité familiale, qui est un terme beaucoup utilisé aujourd'hui dans la littérature, c'est un environnement dans lequel grandit un enfant qui est chaotique, désorganisé, imprévisible, conflictuel, insalubre, qui inclut des pratiques parentales inadéquates, soit trop sévères, soit de perte de contrôle. Ça peut inclure de la négligence et de l'abus dans des cas extrêmes. Les parents, selon la perspective économique, un facteur important dans les études économiques, c'est le faible niveau d'investissement parental, soit financier, soit au niveau du temps. Et les causes de ça, bien sûr, sont variées. Peu d'énergie cognitive, le stress. En plus, on peut avoir avec ça des environnements préscolaires de plus faible qualité. Et il peut y avoir de la victimisation par les frères et sœurs, ce qui est quand même très fréquent, ou encore par les pères. Tout ça est corrélé avec
des problèmes de santé mentale des parents et souvent de la pauvreté ou des faibles niveaux d'éducation. Alors, bien sûr, ces indices de pauvreté et de santé mentale des parents sont assez grossiers quand on veut mesurer tout ce qu'il y a en haut, mais il n'en demeure pas moins que quand on est en santé publique et on veut agir à des niveaux populationnels, il est très difficile de mesurer les environnements chaotiques et en particulier l'abus-négligence. C'est très compliqué à mesurer et si on se fie seulement sur les services sociaux, on a une prévalence absolument totalement inférieure à ce qui est la réalité. Donc, c'est pour ça que souvent, on va se centrer sur des indicateurs qui ont un chevauchement bien, avec ce qui se passe dans la famille, mais qui est loin d'être parfait, bien sûr. Donc, comment l'exposition à l'adversité familiale peut-elle avoir des conséquences sur la santé à long terme? Alors, comment, une expression en anglais que je trouve très juste, c'est « How poverty gets under the skin ». Comment un environnement familial du type adverse peut se transformer en maladie physique, et non somatique, et non imaginaire, vraiment en maladie physique. Alors, il y a des hypothèses de conditionnement biologique. Le classique, c'est l'hypothèse de Barker sur les maladies cardiovasculaires, où il montre que le stress pendant la grossesse, pendant les premières années de vie de l'enfant, peuvent avoir des impacts à long terme sur la santé cardiovasculaire. Donc, sur les systèmes autonomiques, et ensuite, on a montré des impacts sur le système endocrinien, immunitaire, neurologique. Plusieurs systèmes sont affectés par ces environnements adverses. Et ensuite, on a découvert l'impact, l'association avec la méthylation des gènes. Donc, c'est un mécanisme, il n'y a pas que celui-là, il y en a plusieurs, mais c'est un mécanisme par lequel l'adversité a des effets au niveau moléculaire pour affecter le cerveau et différents phénotypes des individus. Dans une étude tellement récente qu'on est en train de la publier, on a étudié la méthylation de certains gènes et comment elle peut expliquer l'association entre l'adversité à l'enfance et les trajectoires d'anxiété entre 6 et 12 ans, dans une des cohortes canadiennes. On s'est centré sur le rôle du système oxytocinergique, qui est un des systèmes neurobiologiques fortement impliqué dans l'attachement, la reconnaissance sociale, les soins maternels, les comportements agressifs. Donc, le caring résume bien le système oxytocinergique. Et c'est aussi, le système oxytocinergique a aussi été corrélé chez les humains avec des symptômes anxieux et dépressifs. Donc, on a pris des trajectoires d'anxiété entre 6 et 12 ans et on a montré d'abord que pour ceux qui avaient des trajectoires élevées d'anxiété, ils avaient plus de gènes régulateurs associés avec le système oxytocinergique que ceux qui étaient dans des trajectoires d'anxiété soit moyennes ou faibles. Donc, déjà, il y a une association avec les symptômes à l'enfance des patrons de méthylation. Et ensuite, on a voulu voir si cette méthylation du système oxytocinergique pouvait expliquer, totalement ou en partie, le lien entre l'adversité avant 5 ans et l'anxiété plus tard. Et on montre que la médiation est complète au sens statistique, c'est-à-dire que l'association ne devient plus significative lorsque nous considérons les patrons de méthylation. C'est une étude qui va dans le même sens que plusieurs autres actuellement, où essentiellement on choisit un système neurobiologique, ça peut être sérotonine, dopamine, oxytocine, et puisqu'on est intéressé par les phénomènes de santé mentale, et on regarde les méthylations de gènes promoteurs, de gènes clés qui régulent ces systèmes-là, et jusqu'à quel point les enfants qui ont vécu de l'adversité ont des modifications dans les patrons de méthylation. Donc, quels facteurs doit-on cibler pour favoriser le bien-être et la santé des enfants? L'adversité familiale est une cible de choix. Ça peut aller de soi, mais pas nécessairement. Mais c'est une cible de choix pour
deux raisons principales. La première, c'est que ces mécanismes d'action sont non seulement environnementaux, mais ils sont également biologiques, on le sait maintenant, et l'évidence s'accumule à cet effet. Et que même si les causes des problèmes de santé mentale et de réussite sociale sont multiples, dynamiques, interactives, les stratégies d'intervention pour le moment, et en particulier lorsqu'on pense aux enfants, demeurent environnementales. Les études animales montrent qu'avec des médicaments, on peut réverser l'effet de l'adversité familiale. Mais chez les humains, on est encore loin de ça, et en particulier pour les enfants. Donc, on doit faire quelque chose au niveau du soutien familial, du soutien des enfants. Quelle stratégie peut-on mettre en place? Il y a une croyance largement répandue une croyance, et il y a aussi de l'évidence scientifique à l'effet que intervenir tôt dans la vie, en particulier sur l'éducation à la petite enfance, est un investissement excellent pour une société et que ça peut réduire les inégalités sociales, voire les éliminer, et augmenter le bien-être, le capital social en général d'une société. Il y a plusieurs études, il y a des études qui le montrent, et il y a James Heckman, qui est prix Nobel en économie, qui a montré que plus les investissements sont effectués tôt dans la vie des humains, c'est-à-dire que les programmes, tout ce qui touche les programmes familiaux, les programmes d'éducation préscolaire, ont un retour sur l'investissement plus important que les programmes qui sont faits plus tard dans la vie, au cours de l'école élémentaire, ou encore des programmes comme par exemple la réinsertion d'emploi. Évidemment, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des programmes à tout âge de la vie. Cela veut dire que dans une perspective d'investissement social, lorsque les investissements sont limités, on peut utiliser ce genre d'informations-là pour faire des choix. Toutefois, alors, le 31 mai 2017, la Fondation Terra Nova a publié un rapport, c'est un rapport français, qui propose qu'il faut investir dans la petite enfance afin de favoriser l'égalité des chances et que ça se joue avant l'entrée en maternelle. Les conclusions de ce rapport, ce travail défend un objectif principal, orienter la politique de la petite enfance vers les enfants et les parents qui en ont le plus besoin, en donnant la priorité au développement des crèches dans les quartiers populaires et les territoires ruraux, en imposant la transparence dans l'attribution des places et en améliorant la qualité pédagogique dans les crèches, et en développant fortement le soutien aux parents. Conclusion du rapport qui vient d'être publié. Alors, quelle évidence a-t-on alors, si on va dans cette direction-là, on y va encore plus qu'on y va à l'heure actuelle. Quelle est l'évidence sur laquelle on se fonde? Donc, il y a le type d'évidence qui fait des comparaisons, qui porte sur des comparaisons internationales où on montre que les sociétés les plus riches et les plus égalitaires investissent massivement dans les services à la petite enfance. Alors, ce sont des études qui comparent la proportion du PIB en fonction qui est investi dans les services à la petite enfance. Et là, on va souvent citer les pays comme les pays scandinaves qui investissent des proportions importantes dans la petite enfance et qui ont peu d'inégalités sociales et une grande confiance, une grande cohésion sociale. Et il y a l'autre type d'évidence qui sont les études expérimentales, et les travaux de James Heckman, prix Nobel en économie, sont fondés sur ces études. Ces études-là, lorsqu'on y regarde de près, ont des très petits échantillons. Très petits échantillons. Il y a peu d'études qui ont des suivis à très long terme et il y a peu de réplication. Donc, l'évidence, elle est là, mais elle est quand même relativement mince. On a des défis considérables. Un défi important qui est très peu étudié, les familles les plus vulnérables sont celles qui utilisent le moins les services à la petite enfance. Et ça, c'est un grand problème. Parce que si on investit beaucoup de ressources et que les services sont utilisés par les mieux nantis, on passe à côté de notre cible. Et il y a aussi le fait que les inégalités sociales demeurent fortes, même
dans les pays qui investissent une part importante de leur PIB dans la petite enfance. Je vais montrer des données sur les effets de sélection dans différents pays tout à l'heure. Donc, les questions sont, au niveau populationnel, pour qui et sous quelles conditions l'éducation à la petite enfance peut-elle réduire l'écart entre les enfants bien nantis et ceux qui ne le sont pas, au niveau santé mentale, au niveau réussite sociale, et spécifiquement pour les familles vulnérables, quel type de services peuvent répondre à leurs besoins au point où elles vont adhérer aux offres qu'on leur fait. Je vais parler des résultats qu'on a trouvés dans différentes études longitudinales, dont une qui vient du Canada, où on a suivi 2000 enfants de 5 mois à 17 ans, et où on a montré dans plusieurs publications, dans plusieurs études, que les enfants qui fréquentent une crèche, en particulier lorsque la fréquentation débute tôt et que l'intensité est suffisante, c'est-à-dire un temps plein et non pas un temps partiel, que les associations avec un développement cognitif meilleur sont très, très importantes pour les enfants de familles vulnérables, défavorisées. Faible éducation de la mère, pauvreté, ou encore, comme je vais le montrer tout à l'heure, problème de santé mentale de la mère. On n'a pas d'association positive pour les enfants qui ne sont pas de famille à risque. Pour les enfants qui ne sont pas de famille à risque, on garde toujours, dans nos modèles, il est évident que la majeure partie de la variance est expliquée par les facteurs familiaux. L'environnement de crèche, la qualité de l'école, ce sont des environnements qui jouent sur le développement, mais en complément avec les facteurs familiaux. Et pour les enfants de bonne famille ou de famille favorisée, on ne voit pas d'effet positif. Mais on en voit et ils sont forts pour les enfants de familles défavorisées. Alors, des tailles d'effet de 0,8, c'est des grandes tailles d'effet. Et des tailles d'effet de 0,4 sur lecture, mathématiques, vocabulaire, ce sont des tailles d'effet extrêmement respectables dans ce domaine d'études. On a montré des patrons similaires avec le British Millennium Cohort Study, qui est une étude de 12 000 dans nos analyses, on a 12 000 enfants du Royaume-Uni, où encore une fois, les enfants de mères peu éduquées bénéficient beaucoup des services de crèche, alors que les enfants de mères éduquées n'ont pas aucun effet. Ces résultats-là se maintiennent à long terme, c'est-à-dire qu'à la fin du primaire, on a montré des associations avec le développement de la performance scolaire. Et donc, il y a une réduction des risques pour les défavorisés. Il n'y a pas d'association pour les défavorisés. Et c'est au point que l'écart entre les défavorisés et les non défavorisés est réduit à non significative lorsque la fréquentation est intense et qu'elle débute tôt et qu'elle est en centre. Parce qu'il y a la question du type de service également. Et on a montré des patrons similaires de protection pour les enfants de mères dépressives. Alors, les enfants de mères dépressives sont exposés à un environnement où la mère est beaucoup moins stimulante et peut avoir des troubles d'humeur qui interfèrent vraiment avec le fonctionnement familial. Pour ces enfants-là, d'aller à la crèche est protecteur en ce qui concerne le développement de leurs troubles émotifs subséquents. En réfléchissant à ces résultats-là, il ne faut pas oublier qu'il y a une sélection sociale majeure dans les services à la petite enfance, comme dans d'autres types de services offerts à une échelle populationnelle. Donc ici, on montre que le faible revenu et le faible niveau d'éducation des mères sont les facteurs de sélection qui sont communs à tous les pays, incluant les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la Hollande et la Norvège. La Norvège, en plus, où on a des services à la petite enfance qui sont
La couverture est 100%, il n'y a pas de problème de place. Il n'y a vraiment pas de problème non plus à avoir accès lorsque les gens ont des revenus faibles. Il y a quand même une sélection selon l'éducation de la mère. Alors, on touche ici à une question de valeur. Il y a vraiment des familles qui ne veulent pas utiliser ces services. Ici, on a une figure qui reflète l'intensité de la fréquentation d'un service de garde ou d'une crèche au cours de la petite enfance. Et on a le travail qu'on fait, spécifiquement que Massimiliano Ori fait, qui est postdoctorant avec nous, sur l'utilisation de propensity score matching pour faire en sorte que nos résultats aient un peu de sens, c'est-à-dire que si on veut comprendre pourquoi, si on veut vérifier si les services à la petite enfance sont positifs pour nos familles, il faut bien tenir en compte que ce sont les meilleures familles qui utilisent ces services-là, sinon on dit n'importe quoi. Donc, la stratégie qu'on utilise, c'est de faire du propensity score matching, c'est-à-dire que les différences qui sont énormes au début entre les utilisateurs et les non-utilisateurs, si on veut simplifier, on les perd. On prend une famille qui est très défavorisée, qui utilise le service, et on la perd avec une famille qui est pas défavorisée, qui utilise le service. Et c'est la nature de la comparaison qu'on va faire pour être sûr qu'on est capable de dire quelque chose sans égard aux caractéristiques familiales. Donc ici, vous avez une figure qui reflète jusqu'à quel point les familles sont différentes avant le matching. Donc on voit ici que ceux qui utilisent beaucoup ont un statut socio-économique beaucoup plus élevé que ceux qui n'utilisent pas, et que la différence est beaucoup réduite après le propensity score matching. Une autre raison pour laquelle il faut continuer à se poser des questions dans ce domaine de recherche, c'est que les effets de l'éducation préscolaire, de la crèche, sont mitigés lorsqu'il s'agit d'autres facettes du développement que le développement cognitif, le développement socio-émotif. Donc, par exemple, les études montrent des effets sur l'augmentation du niveau de stress des enfants, ce qui en soi n'est pas souhaitable et a été démontré comme étant associé avec des effets négatifs à plus long terme. Et il y a aussi des études qui montrent, mais là, l'évidence est très contradictoire, que les services d'éducation préscolaire, la crèche, peut avoir des effets négatifs sur les comportements externalisés d'agression. Donc, quand on dit ça, il y a deux façons de réagir. Il y a des gens qui disent, mais bien sûr, envoyer un enfant dans un groupe d'enfants du même âge, 40 heures, 35 heures par semaine, alors qu'il a 12 mois, ça n'a pas de sens. Et il y a des gens qui disent, je ne comprends pas comment aller à la crèche peut avoir un effet sur l'agression à long terme. Et donc, les tenants de l'approche « la crèche, c'est dangereux » disent que c'est un peu envoyer un enfant à la crèche lorsqu'il est petit, c'est un peu comme le mettre dans la jungle, c'est un peu comme les études chez les animaux, les rhésus, où on a enlevé la mère et on a fait des expérimentations où c'était les pères PAIR qui faisaient la socialisation des petits singes. Alors l'idée c'est, oui, mais on enlève l'enfant de la mère, il est avec des pères qui ne sont pas socialisés complètement, il y a des agressions, c'est un peu comme la jungle, effectivement, à un niveau populationnel, puisque tout le monde va à la crèche, on peut penser que ça va augmenter la violence à long terme de l'humanité. Donc, pour les questions d'attachement, pour les questions de socialisation, il y a ces inquiétudes-là. Donc, qu'en est-il? C'est vraiment une question empirique. Donc, dans nos études, on a voulu vérifier ça. Un point important, c'est qu'à court terme, effectivement, on peut envisager qu'il va y avoir
certains comportements d'agression, d'opposition qui vont ressortir. L'enfant est en groupe, il a l'occasion d'exprimer ces comportements-là, puis effectivement, il le fait. Mais à long terme, qu'en est-il? Et là, dans une étude toute récente que Massimiliano Ori mène encore une fois, on montre qu'il n'y a pas à long terme, à l'adolescence, d'effets négatifs significatifs, mais il y a des effets positifs significatifs. Donc, c'est-à-dire que les tailles d'effets là sont pas vers le haut, sont vers le bas, on parle d'un comportement négatif. Donc, il y a des effets protecteurs, mais très légers. Remarquez la taille de l'effet ici. C'est une taille d'effet à peu près à 0,1, tandis que tout à l'heure, on avait des tailles d'effet à 0,4, 0,5 jusqu'à 0,8. Donc, l'effet long terme sur le développement social dans cette étude-là est vraiment très petit. Et donc, il faut s'intéresser à l'effet court terme, l'effet long terme pour ce genre de questions. Ici, on a un effet, effectivement, qui est positif, mais qui n'est pas significatif sur les comportements agression, hyperactivité, impulsivité et opposition. Donc, la question, elle demeure, à mon sens, très pertinente. Et il s'agit de comprendre pour qui. Est-ce qu'il y a des sous-types d'enfants qui souffrent? Est-ce que d'avoir été à la crèche tôt de façon intense, est-ce qu'il y a des pratiques éducatives qui n'étaient pas adéquates? Qu'en est-il de la qualité des services qui sont offerts? C'est ce genre de questions-là qui sont sur notre agenda pour la suite. Donc, afin d'avoir un effet positif sur le développement cognitif des enfants défavorisés, en résumé, on montre que les services doivent être à temps plein, qu'ils doivent débuter tôt, et que l'effet du centre est supérieur à l'effet de, par exemple, l'assistante maternelle, où la qualité des soins et de l'éducation est beaucoup plus hétérogène que ce qu'on peut retrouver ensemble. Alors, au niveau des études expérimentales, nous avons mis sur pied un programme qui vise à examiner jusqu'à quel point nous pouvons améliorer les comportements, les habiletés sociales des enfants à un moment qui est clé dans leur développement. Alors, c'est un programme dont je vais vous parler en plus de détails dans un moment, mais donc on veut favoriser le développement des habiletés sociales à la petite enfance, donc vers les âges de 3-4 ans. Et la question est pourquoi se centrer sur les habiletés sociales? Donc, vers l'âge de 3 ans, 4 ans, les enfants se retrouvent en crèche. Ils ont autour d'eux plein d'enfants qui, comme eux, n'ont pas beaucoup développé le langage, en tout cas pas suffisamment, étant donné ce qu'on leur demande au quotidien, c'est-à-dire d'interagir en groupe toute la journée, de gérer des conflits qui sont des conflits très complexes, des conflits d'objets, des conflits d'attention. Ils n'ont pas les habiletés langagières pour gérer ces conflits-là. Ils ont des demandes importantes du contexte. Donc, c'est un âge où il y a beaucoup d'agressions dans les crèches et beaucoup de conflits. C'est une période qui est particulièrement propice à la mise en place de programmes parce qu'au niveau neurodéveloppemental, les enfants sont en train de développer leurs habiletés sociales, mais si l'environnement n'est pas soutenant, c'est extrêmement difficile. Et donc, la majorité des enfants qui viennent de familles où ça va bien, où c'est relativement paisible, et les parents sont en contrôle, ils investissent suffisamment, l'enfant va apprendre des habiletés sociales nécessaires à son bon fonctionnement et à gérer ses pulsions, son autocontrôle. Mais dans les familles où les demandes surpassent les capacités des parents, pour différentes raisons, et des raisons d'adversité en particulier, c'est là que ces enfants-là ont besoin de soutien supplémentaire. C'est pour ça qu'on a fait ce programme dans des crèches de milieux défavorisés. Donc, le programme consiste en des ateliers. Essentiellement, c'est un programme de formation aux éducatrices. On forme les éducatrices pour qu'elles soient capables de
former les enfants à la gestion de conflits, à l'autocontrôle, à la reconnaissance des émotions et à la gestion des émotions. Et le format qui est utilisé, c'est une marionnette qui fonctionne extrêmement bien avec les enfants de cet âge-là. Les enfants vont se confier à la marionnette, vont devenir amis avec la marionnette comme ils ne vont pas le faire avec des adultes. Et donc, la marionnette Brin d'Amis vient les visiter régulièrement pour faire des activités de résolution de conflits, autocontrôle, développement des habiletés sociales. On a fait ça dans le contexte d'un devis de randomisation par grappe, où on a randomisé 19 crèches à Brin d'Amis la première année ou Brin d'Amis liste d'attente. Donc, on avait 177 enfants dans notre groupe d'intervention l'année 1 et 169 dans le groupe contrôle. Et on a mesuré le cortisol des enfants, puisque une des hypothèses fortes que nous avions, c'était que vivre des conflits avec les autres, c'est extrêmement stressant et qu'en soutenant les enfants dans leur habileté de résolution de conflits, de rapport à l'autre, le stress allait être possiblement diminué. Et là, on a Marie-Pierre Larose qui est ici et qui fait son doctorat sur ce projet-là et qui a montré ces beaux résultats où, premièrement, on montre que la randomisation a fonctionné, c'est-à-dire qu'on n'a pas de différence dans les patrons de cortisol entre le groupe contrôle et le groupe expérimental en pré-intervention, et qu'à la fin de l'intervention, on a une différence entre le niveau de cortisol, la dernière prise de la journée, où les enfants du groupe intervention ont moins d'augmentation dans leur patron que les enfants du groupe contrôle. Donc, c'est un rythme cortisolaire qui est plus adapté et qui reflète un impact positif sur cette dimension-là. On montre aussi que l'intervention ne semble pas avoir eu des effets pour tout le monde au niveau des comportements sociaux. Par exemple, ici, pour les comportements d'agression, on montre une diminution chez les enfants qui avaient des scores moyens d'agression, de niveau moyen ou de niveau faible, mais pas chez ceux qui avaient des niveaux élevés. Donc, on n'a pas eu l'intensité probablement, ou on n'a pas eu le programme approprié pour ceux qui avaient des problèmes plus importants. Et pour ce qui est de la prosocialité, on a des effets significatifs pour ceux qui avaient des niveaux moyens ou faibles de prosocialité. Donc, pour ce qui est de ce programme-là, le projet, c'est, étant donné que c'est un projet, on peut dire pilote, c'est de le répliquer, mais en le bonifiant, puisque quand même l'intervention, on peut dire, est assez est centrée sur les composantes sociales et on veut le bonifier pour les composantes cognitives, pour toucher les aspects cognitifs du développement. Il y a beaucoup de besoins à ce niveau-là. Et on veut continuer à mesurer les marqueurs biologiques parce qu'il semble que ce soit des indicateurs vraiment pertinents de jusqu'à quel point on peut avoir un impact sur ce genre de processus biologique. Peut-on avoir une action plus ciblée plus tôt? Et le dernier projet dont j'aimerais vous parler, c'est un projet qui est mené par Dr. Orla Doyle de l'Université College Dublin, qui est venu ici il y a quelques semaines présenter son projet. Nous sommes en train de faire des nouvelles analyses sur les aspects longitudinaux du projet. Et j'aimerais vous présenter les résultats qui sont tout frais. Donc, PFL, c'est un programme. Donc, alors, l'idée, c'est comment peut-on toucher les familles les plus vulnérables, celles qui sont le plus dans la précarité, en sachant que l'idéal est d'intervenir le plus tôt possible. Donc, ce projet-là a porté sur une randomisation de familles qui vivaient dans un quartier de Dublin qui était très défavorisé, avec des logements, des qualités d'infrastructure très mauvaises. Les mères avaient peu d'éducation. Elles avaient aussi, lorsqu'elles ont mesuré le QI, elles avaient des QI qui avaient tendance à être plus faibles que la moyenne nationale. Elles avaient des précarités d'emploi. Elles avaient tendance à être jeunes.
Et donc, ces mères ont été randomisées dans deux conditions d'intervention, une condition qui était légère ou une condition qui était plus intensive. À noter que les mères étaient volontaires pour participer, bien sûr. C'est un programme qui était offert dans un quartier défavorisé et les mères choisissaient si elles voulaient participer ou pas. Donc, il y avait une condition qu'on appelle traitement qui était traitement intense et une condition contrôle qui était un traitement mais moins intense. Et la différence essentiellement entre les deux conditions, c'est que pour ce qui est de la condition d'intensité élevée, il y avait ce que l'on croit être l'ingrédient actif de ce programme, des visites à domicile par un mentor formé pour soutenir la mère au cours de la grossesse dans la gestion de son stress et ses comportements de santé et pour soutenir la mère dans ses pratiques parentales après la naissance de l'enfant jusqu'aux 5 ans de l'enfant. Alors, c'était essentiellement un soutien pour la vie quotidienne, l'hygiène, les soins lorsque l'enfant est jeune, mais aussi la stimulation cognitive, les pratiques parentales et éducatives lorsque l'enfant est plus jeune. Des choses aussi difficiles mais simples que toujours se mettre au lit à l'heure, manger correctement, ne pas utiliser de discipline, de pratiques disciplinaires excessives, sensibilité aux besoins de l'enfant, ce genre de pratiques. Alors, le mentor identifiait et travaillait avec la mère pour identifier ses besoins et l'aidait à implanter des pratiques qui étaient adéquates selon la mère et selon le programme. Donc, on a, dans les analyses dont je vais vous parler aujourd'hui, on a utilisé une modélisation où on a regardé pour les comportements externalisés et externalisés, on a modélisé des trajectoires pour voir le développement de ces comportements-là dans l'échantillon, dans l'étude. Et on a voulu savoir si l'intervention avait un impact sur le fait d'être dans une trajectoire plus ou moins élevée. Donc, pour les comportements externalisés, Massimiliano a mis en lumière qu'il n'y a pas d'effet du programme sur l'appartenance au groupe élevé. Donc, pour les comportements externalisés. Par contre, lorsqu'on regarde à l'intérieur des trajectoires, on voit des différences importantes. Donc, ici, on a la trajectoire en rouge qui se divise en deux. Et ici, on a le groupe contrôle et ici, on a le groupe intervention. Donc, on voit qu'à même cette trajectoire-là, évidemment, il y a de la variation, à même la trajectoire, le groupe intervention et le groupe contrôle se divisent. Et donc, il y a un effet sur l'intercept à même la trajectoire. Il n'y a pas d'effet sur le slope. Donc, autrement dit, ce qu'on montre ici, c'est que l'effet, on le trouve pour ceux qui ont des problèmes élevés, déjà, à 12 mois. Et donc, c'est là ça correspond aussi avec d'autres types d'analyses où on montre que l'effet est limité à ceux qui ont des problèmes importants. Mais pour ceux qui, déjà à 12 mois, n'avaient pas de niveau élevé de problèmes externalisés, on ne montre pas d'association avec le programme. Et on a un patron qui est similaire pour les comportements internalisés, où on montre que le groupe contrôle est beaucoup plus élevé que le groupe expérimental à même cette trajectoire-là. Donc ici, on a la trajectoire élevée de comportement externalisé qui est divisée selon groupe contrôle et expérimental. Donc encore là, c'est un type d'analyse qui met en lumière que l'effet, on n'aurait pas trouvé ce genre d'effet-là si on avait regardé d'une façon générale sur les comportements internalisés ou externalisés. L'effet est limité à ceux qui ont des problèmes importants, ce qui est une bonne nouvelle. On a aussi un patron similaire pour des profils développementaux, c'est-à-dire jusqu'à quel point l'enfant atteint des stades développementaux appropriés pour son âge, où on montre encore une fois
que le groupe intervention se porte mieux que le groupe contrôle, mais là, ici, c'est pour la trajectoire qui est plus faible. Et le score est renversé. Ce que nous devons comprendre pour progresser dans ce domaine de recherche. Alors, il reste des questions nombreuses en suspens. J'aimerais poser une question qui est très large, mais qui regroupe plusieurs sous-questions de recherche. Alors, dans le fond, ce qu'il faut savoir pour vraiment être en mesure de raffiner nos interventions de soutien aux enfants à risque et aux familles à risque, c'est quelles modalités de soutien sont efficaces dans quel contexte. On voit dans la littérature, incluant ce que je vous ai présenté aujourd'hui, que les effets varient beaucoup selon les contextes. Les contextes politiques, les contextes politiques, c'est-à-dire les investissements sociaux dans les services, les contextes sociaux, pauvreté versus non-pauvreté. Les gens n'ont pas besoin des mêmes services selon qu'ils sont des familles vulnérables ou pas. Selon les systèmes éducatifs, en France, la maternelle commence à 2 ans et demi, 3 ans, tandis que dans les pays anglo-saxons, elle commence à 6 ans. Les contextes culturels, la question de quelle pratique éducative ou quel programme de soutien peut répondre aux besoins des gens qui sont des immigrants dans leur pays et une question de recherche en soi. Pour qui et à quel moment? Les enfants qui ont plus de difficultés ont des besoins plus importants que ceux qui n'en ont pas. Et à quel moment? La question de est-ce que vraiment intervenir plus tôt, c'est avoir des effets plus importants? Cette question-là, elle n'est pas encore répondue. Donc, pour adresser ces questions-là, il faut tester différentes modalités de soutien des pratiques éducatives à différents moments de la vie. Et en fait, il y a des expérimentations. Les gens sont souvent réticents à expérimenter, malgré que vous avez un ministre de l'Éducation qui semble totalement favorable à expérimenter en ce moment, ce qui, je pense, est vraiment, vraiment extraordinaire. Mais les gens sont très réticents à expérimenter, c'est-à-dire que je pense que les gens sont réticents à mesurer le résultat de leur expérimentation, parce que réalistement, les expérimentations, elles se font quotidiennement. Les gens implantent des programmes, les gens essaient des nouvelles choses, les pratiques sont changées constamment, mais il est rare d'évaluer l'impact de ces changements. Et donc, au niveau de la recherche et possiblement au niveau de la pratique, ce qui serait intéressant pour avancer, c'est de peut-être systématiser un peu plus ces expérimentations-là naturelles et mesurer jusqu'à quel point, effectivement, elles atteignent les objectifs visés. J'aimerais conclure avec le rapport qui vient de paraître, ou qui va un peu dans le sens de ce que je viens de dire, mais qui ne parle pas de l'évaluation. Alors, le gouvernement français avait fixé en 2012 l'objectif à atteindre d'une proportion de 10% des enfants défavorisés en crèche. Ce qui, franchement, on peut dire que c'est peu. Donc, les crèches, qui sont un des leviers pour réduire les inégalités, sont majoritairement utilisés par des familles qui ne sont pas défavorisées. Donc, déjà, c'est un point. Les crèches répondent à un besoin important pour toutes les familles, mais pour les enfants pauvres, elles peuvent changer le cours de la vie. Effectivement, il y a des évidences pour montrer ça. Donc, les crèches ont typiquement été utilisées pour favoriser la santé et la sécurité des enfants, mais peu comme une éducation précoce de l'enfant. Et donc, le rapport propose que la petite enfance doit être conçue comme un moment à part entière de l'éducation, peut-être même l'un des plus importants.
et propose également un point qui est totalement aussi avec les résultats de la recherche, de faire le lien entre l'éducation préscolaire et les familles vulnérables afin de les accompagner, afin de les soutenir et afin de les aider à gagner confiance en ces services auxquels ils ont ou ils devraient avoir accès. Voilà, merci de votre attention.